La loi électorale réélue, le fichier électoral et l'organisation pratique des élections du 29 juillet en France, tels étaient les thèmes à l'ordre du jour d'une table ronde organisée par l'ambassade du Mali à Paris. Pour éclairer les participants, le délégué général adjoint aux élections, le vice-président de la CENI et le consul général du Mali à Paris. Initiateur de la rencontre, l'ambassadeur Toumani Djimé Diallo a fixé les objectifs de ces échanges. Je voudrais vous saluer toutes et tous d'être venus et vous dire simplement notre souci ici en France, et c'est le souci du gouvernement du Mali aujourd'hui. C'est arriver à des élections transparentes, crédibles et acceptables, en souhaitant qu'elles soient acceptées. La raison pour laquelle nous avons ici très rapidement mis en place un cadre de concertation dans lequel tous les partis, qu'ils soient de l'opposition, qu'ils soient de la majorité, qu'ils soient ni de l'un ni de l'autre, on m'a parlé de partis de centre, sont représentés dûment. Nous ferons en sorte que la société civile, elle également, soit représentée. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai fait appel à certains parmi vous que je connais, non affiliés à aucun parti. Donc, notre but, c'est d'amener les acteurs électoraux que vous êtes, parce que c'est vous les véritables acteurs du processus électoral, vous amener à une certaine appropriation de tout le processus. Et je pense que beaucoup de malentendus sont issus du fait que, défaut de communication, défaut d'appropriation. Et je suis persuadé que si on faisait en sorte que tous ceux qui sont là pour que le peuple puisse s'exprimer dans le choix de ses élus, qu'ils soient nationaux ou locaux, s'ils s'approprient le processus, c'est un gage d'aller à des élections pacifiques et dont les résultats seront difficilement contestables. Donc aujourd'hui, c'est vraiment pas un lieu de joute, de polémique. Je souhaiterais que ce soit un lieu d'information, de discussion pour comprendre, et que ça se fasse vraiment dans l'extrême courtoisie qui caractérise le peuple malien. La loi électorale a connu beaucoup de modifications ces dernières années. En 2018, les modifications ont porté sur 29 articles. Le conférencier Danzié Sogoba, premier vice-président de la CENI, a axé son intervention sur les modifications dites essentielles. Il faut comprendre que nous travaillons avec les deux lois. La loi 2016-048 du 17 octobre 2016 et la loi 2018-014 du 23 avril 2018. Il faut reconnaître que ces derniers temps, il y a eu des avancées dans le cadre de la concertation entre partis politiques et ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le travail qui a été fait de façon consensuelle, de façon générale. Il faut reconnaître que la classe politique a travaillé de commun accord pour aboutir à cette modification. Et la spécificité qu'il faut préciser, c'est que les 4 assesseurs du bureau de vote étaient désignés par l'administration. Avec la dernière modification, et de façon consensuelle, il a été convenu que la majorité donne le nom d'un assesseur et que l'opposition également donne le nom d'un assesseur, et tous les assesseurs sont bien sûr pris en charge par le budget d'État. Pour l'article 37, dans la loi 048, en principe, les militaires devaient voter une semaine avant les autres. Je crois que la classe politique, de façon générale, a constaté qu'il était difficile de maîtriser ce vote, puisqu'il fallait voter, garder les urnes, et les uns et les autres n'avaient pas très confiance.
finalement, il y a eu la modification de cet article pour faire en sorte que ceux-ci votent en même temps que les autres. Il y avait la possibilité de voter avec le bulletin multiple et le bulletin unique. Et dans ce cadre, le ministère de l'administration territoriale et la décentralisation avait pris une décision. Et dans cette décision, il était dit que l'élection présidentielle premier tour devait se faire sur la base du bulletin multiple, du bulletin unique. Et s'agissant du deuxième tour, c'était le bulletin multiple. Je crois que la CENI a réagi, la classe politique a réagi également, pour dire que pour le même scrutin, il faut utiliser le même modèle de bulletin. Dans la loi 048, il y avait 3 procès-verbaux. Et dans la modification, il y a 5 exemplaires. Un exemplaire accompagné d'une copie de la feuille de dépouillement est destiné aux archives de la Direction générale de l'administration du territoire. Un exemplaire est déposé au chef-lieu de la commune ou à l'ambassade ou au consulat. À cet exemplaire est joint une copie de la feuille de dépouillement. Ensuite, on a un exemplaire accompagné d'une copie de la feuille de dépouillement qui est remis à l'assesseur de la majorité. Un exemplaire est remis à l'assesseur de l'opposition. Un exemplaire auquel sont annexés les bulletins et enveloppes visés à l'article 95, la copie de la feuille de dépouillement et le récépissé du résultat. Désormais, et la CENI et les représentants des partis politiques dans les localités travaillent de commun accord avec le représentant de l'administration pour la gestion des procurations. Avant, c'était le représentant de l'administration qui était le seul habilité à livrer les procurations sans consultation quelconque. À la suite du vice-président de la CENI, le délégué général adjoint aux élections a parlé du fichier électoral. S'agissant des questions d'organisation pratique, le consul général du Mali à Paris a expliqué les contours. Un échange franc et cordial s'est engagé entre les deux parties. Les représentants des partis politiques, opposition et majorité confondues, les non-alignés et la société civile ont interrogé les experts durant près de 10 heures. De grosse majeure, que tout le monde se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Peut-être que le moment viendra, le jour de l'élection, on va nous expliquer exactement qu'est-ce que ça veut dire. Ce qu'il est marqué dans l'article 110, qu'en cas de force majeure, il y en a qui peuvent voter avec la carte NINA et d'autres avec la carte électeur. Les cartes électeurs qui ne vont pas être distribuées, on a dit qu'ils vont être mis à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote. Mais comment est-ce que les électeurs peuvent connaître à l'avance leur bureau de vote? Est-ce qu'il est prévu par un système informatique? Par exemple, on clique le nom, on sait à l'avance, on doit aller à l'ambassade ou au consulat et on est sûr de retrouver son bureau de vote. Ici, la force majeure, elle est connue. En droit, elle est définie. C'est des événements extérieurs qui sont imprévisibles, irrésistibles, en réalité qui ne dépendent pas de nous. Maintenant, là où moi je trouve le débat intéressant, c'est de cadrer maintenant les pouvoirs du décideur par rapport à la question. Sinon, la question de force majeure en elle... Il ne s'agit pas, pour les électeurs d'une même commune ou bien d'une même ambassade ou bien d'un consulat, que certains puissent voter avec leur carte d'électeur et que d'autres votent avec la carte NINA. C'est ce qui est exclu. Ok, je pense que c'est moins la définition du cas de force majeure qui pose problème, si j'ai bien compris, que le pouvoir donné au ministre de l'administration territoriale, en ce cas-là, de prendre la décision. Je pense que c'est plutôt ça. Et le président de la CENI, le directeur général, le délégué général aux élections, avait émis une idée, je pense qu'il faut prospecter, c'est que dans ce cas-là, qu'on recueille l'avis de la CENI.
lorsqu'il y a une situation qui relève du cas de force majeure, qu'on consulte la CENI. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là, mais enfin réfléchir, poursuivre la réflexion. Il n'est pas trop tard pour gérer ça. Ce qui fait peur aux gens, c'est le fait qu'en cas de force majeure, qu'une seule instance, à savoir le ministère, décide. Les esprits malins peuvent penser que dans ces cas-là, on peut s'organiser pour inventer ou créer le cas de force majeure afin que le ministère décide. Mais je pense que c'est effectivement un problème, une des insuffisances de cette loi qu'il va falloir corriger à l'avenir. Corriger immédiatement par des modifications qu'on peut faire sans toucher à la loi, mais finalement, à la relecture de cette loi, il faut encadrer cette décision-là. Cela fait plus de 9 ans que les gouvernements successifs ont été incapables de nous fournir les cartes NINA. Je vous pose la question à moins de 2 mois, comment vous allez faire pour nous fournir les cartes d'électeurs? Et si oui, et comment? S'il vous plaît. Je dis que si on s'y met, on peut. Eh bien sûr, si on s'y met, on peut. Mais comment? On a déjà un plan de distribution qu'on est en train de mettre en œuvre, qu'on va discuter dans la deuxième phase. Mais d'abord, ce qui est important, il y a les ressources humaines d'abord. Il y a les ressources humaines d'abord. Et là, par rapport aux ressources humaines, encore une fois, c'est les partis politiques qui sont interpellés. La loi dit que la commission de distribution, c'est l'administration et chaque parti politique résidant ici. On a déjà envoyé des courriers par rapport à ça également. À chaque parti politique pour qu'il désigne ses représentants qui doivent être au niveau des commissions de distribution. Donc nous sommes en train de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des centres de distribution par département et dans les provinces. Et puis on ira pendant 45 jours, on verra ce que ça va donner. Après, les cartes peuvent retourner également, peuvent être récupérées dans les bureaux de vote. Donc je ne dis pas que ça coule comme l'eau de roche, mais on peut y aller. Nous avons essayé de travailler sur les centres de distribution des cartes. Par rapport au centre de distribution des cartes, l'option qui était sur la table était de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place un centre de distribution par département. Par département. Donc, nous avons essayé de prendre contact avec certaines communes dans les différents départements pour qu'ils mettent des salles à notre disposition pendant tout le processus qui fait 1 mois, sinon un peu plus d'1 mois. Donc nous avons des réponses qui arrivent, il y a des confirmations, il y a des salles qui sont, des demandes qui sont en cours de traitement, mais également il y a des refus également. Donc nous sommes en train de faire le point de toutes ces situations-là. Donc ce sera ce que nous proposons, ce serait un centre, un grand centre de distribution des cartes d'électeurs par département. C'est-à-dire que dans le 93, on a un centre, 94, on a un centre de département, et disons un centre de distribution, etc. Pour essayer, pendant le mois, d'évacuer toutes ces cartes-là. Et également, il y aura des centres de distribution dans les provinces où il y a des bureaux de vote. La procuration, elle est gérée de façon rigoureuse. Nous allons mettre à notre niveau un registre pour les procurations. Ceux qui veulent délivrer les procurations, ce sera inscrit, signé et certifié avant la délivrance. Et ceux qui sont dans la loi électorale, qui sont susceptibles de donner procuration, sont définis. Ils doivent justifier d'abord. Ce n'est pas parce que je ne vais pas répondre à madame, ce n'est pas parce que je vais en vacances à Bamako que je dois donner procuration à mon mari pour qu'il vote ici. Vous ne pourrez pas le faire. Tant que vous n'êtes pas parmi ceux cités dans la loi électorale. Et les personnes qui peuvent donner procuration sont limitativement énumérées dans la loi électorale. Vous êtes soit l'article 100, c'est bien 100, 106. Voilà. Vous êtes soit agent de l'État en mission
à Gao ou à Kidal, vous pouvez donner procuration et c'est soutenu par un ordre de mission. Vous ne m'amenez pas un ordre de mission, la procuration n'est pas justifiée, on ne l'est pas donnée. Vous êtes membre de la CENI, il y a une décision qui vous nomme comme membre de la CENI. Vous voulez donner procuration, vous envoyez la décision, c'est un support, sinon il n'y a pas de procuration. Vous êtes assesseur dans un bureau de vote. Tous les assesseurs sont nommés, il y a une décision, un support. Il y a un support qui nomme tous les assesseurs. Par exemple, je suis assesseur à Cergy alors que je dois voter à Meaux. Je vais donner procuration à ma femme pour qu'elle vote. J'envoie ma décision qui me nomme assesseur à Meaux. On fait la procuration, on donne. C'est ça. Les agents mutés, il y a moins. Tous ces agents qui sont retenus dans la loi électorale ont un support. Ont un support juridique ou un support écrit pour demander la procuration. Encore une fois, l'histoire de la question de la procuration est une question sensible et c'est une porte d'entrée à la fraude. Donc nous allons la gérer en rapport avec la CENI sur la base de la loi électorale, conformément aux prescriptions qui sont là. Le fichier électoral, je crois que dans beaucoup de ces aspects a été discuté, beaucoup de choses ont été dites, en tout cas les aspects pratico-pratiques. Mais comme c'est le socle de la confiance en une élection, nous avons besoin de cette phase-là pour que chacun soit fixé par rapport à sa fiabilité et par rapport à la transparence des élections. En 1997 au Mali, il n'y avait pas de fichier électoral, une élection a été annulée. Les années qui ont suivi, nous avons eu des fichiers électoraux, lesquels, dans un État ou un autre, ont posé beaucoup de difficultés. Et progressivement, le Mali va vers un fichier électoral plus ou moins accepté. Nous sommes allés cette année jusqu'à l'audit de ce fichier électoral. Donc, votre intervention, monsieur le délégué général adjoint, c'est pour, à l'instar de votre délégué qui est passé la semaine dernière, renforcer notre confiance en ce fichier électoral. Nous permettre de dire que nous avons un fichier électoral qui, enfin, est dans la norme internationale. Et dans ce fichier électoral que la majorité des Maliens s'y retrouvent. Vous nous direz bien entendu que ce fichier n'est pas encore parfait, qu'il y a des imperfections. Nous souhaiterions que vous pointiez du doigt ces questions-là. Vous nous direz aussi que le fichier électoral est issu d'un processus, les commissions administratives et autres. Question personnelle que je donne par rapport à ça. Quelle efficacité, quelle rigueur vous allez mettre en place dans les années à venir pour que le travail des commissions administratives soit le mieux intégré possible afin d'éviter un certain nombre de suffisances à ces fichiers électoraux. Et enfin, est-ce que vous avez des mots suffisamment forts aujourd'hui pour que les Maliens se disent les yeux fermés, je vais voter, et si je suis ravéqué, si je suis enrôlé, je suis fortement sur la liste électorale. Et si je suis enrôlé, je ne suis pas sur le fichier électoral, qu'est-ce qui se passe pour nous? Aucun électeur ne peut se retrouver dans le fichier électoral sans avoir passé par le fichier du RAVEC. Donc c'est ça la base. Et donc c'est l'extrait de cette base de données qui est communiquée à la délégation générale aux élections pour servir en droit de vivier aux électeurs. Tout électeur potentiel qui doit faire l'objet d'une inscription dans le fichier électoral doit faire l'objet d'un contrôle par la commission électorale, la commission administrative, pour s'assurer que cet électeur est bel et bien vivant, qu'il n'est pas en tout cas décédé ou bien qu'il n'est pas en tout cas frappé par des mesures en tout cas de justice. En réalité, tous ceux qui sont sur le fichier électoral, et disons le fichier NINA, sont sur la liste électorale. Parce que le fichier, la carte d'électeur est établie sur la base du fichier NINA. Donc s'ils ont fait leur RAVEC, ils ont leur fiche ou ils ont leur carte NINA, ça veut dire qu'obligatoirement, ils auront leur carte d'électeur. Mais s'ils n'ont jamais fait, ça, ils ne pourront pas l'avoir. Par exemple, tous ceux qui étaient sur la liste électorale en 2013 et autres, sauf cas de radiation, ils seront toujours là. Je suis heureux de comprendre que pour le moment, on ne remet pas en cause la fiabilité du fichier. Mais si vous écoutez en tout cas les organes d'information au Mali, eh bien,
certains en ont parlé. Ceci m'amène à vous livrer peut-être des détails, 3 petits détails techniques par rapport au travail que nous avons fait sur le fichier pour prouver la fiabilité du fichier. Première information, vous savez qu'il y a le monument au Mali. Il y a beaucoup de monuments. Nous avons travaillé sur la base de croisement parce que le plus souvent on dit qu'il y a des doublons apparents, etc., etc. Nous avons fait un premier croisement sur la base de 2 variables, c'est-à-dire 2 informations. On a pris le nom et le prénom de la personne. Sur plus de 8 millions d'électeurs, et plus 8 millions d'électeurs, nous avons retrouvé 6 591 425 personnes qui ont le même nom et le même prénom. 6 millions. 6 millions. Et suivez bien. 6 millions. 6 millions. Je sais de quoi je parle. Suivez bien. Qui ont le même nom et le même prénom. En ajoutant la date de naissance, nous avons trouvé 3 246 513 personnes qui ont le même nom, le même prénom, la même date de naissance. Ça, c'est 3 variables. Nous sommes allés à une variable de plus. Même nom, prénom, nom du père, nom et prénom de la mère, date de naissance, lieu de naissance. Nous avons trouvé 82 personnes. Donc, en augmentant le nombre de variables, on descend. Et pour terminer, nous avons pris même nom, prénom, nom du père, nom et prénom de la mère, date de naissance, lieu de naissance, le sexe. On a ajouté parce que souvent, hommes et femmes ont le même nom, le même prénom. Nous avons trouvé 66 personnes. Ensuite, ces 66 personnes, nous avons procédé au test facial de ces personnes. C'est-à-dire, on regarde les photos. On a regardé les photos, on a trouvé que ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc, nous, en tout cas, en fonction du travail que nous avons fait, il n'y a pas une seule personne qui soit inscrite 2 fois sur le fichier électoral. Ça, c'est la première information. En plus de cela, il y a le fait que les Maliens, généralement, n'ont pas de date précise de naissance. Dans le fichier, on a 72% de Maliens qui n'ont pas de date précise de naissance. C'est-à-dire qu'ils sont nés verts. 72% du fichier électoral, ils sont nés verts. Ça pose le problème de la gestion des données d'état civil qu'il faut corriger, qu'il faut moderniser, qu'il faut améliorer. Et pour terminer, le 3e cas, c'est le cas des morts. On a dit que des morts sont sur le fichier électoral. Effectivement, des morts sont sur le fichier électoral. Et ni la DGE, ni le CTDEC, nous, comité chargé de l'audit du fichier électoral, ne pouvons radier. Parce que les textes pour radier une personne sur l'état civil, donc sur le fichier, ils sont très clairs. Pour faire la radiation, eh bien, il faut un acte de radiation. Sinon, facilement, votre adversaire politique, vous profitez du travail de la commission administrative et vous dites celui-là, il est décédé ou bien enlevé son nom, on l'enlève. C'est très simple là. Il y a eu des cas. On nous a cité des personnes. Et nous pouvons vous donner les exemples précis. Il y a le cas de Kafuna Kone, que tout le monde connaît, qui est sur le fichier. Mais on ne peut pas supprimer parce que le travail de déclaration de décès au niveau du centre d'état civil n'a pas été fait. Il y a le cas de l'humoriste que vous connaissez,
Tenement Sanogo, comment il a ancien ou l'adjudant. Oui, il est décédé, c'est connu, mais si la déclaration n'est pas faite, on ne peut pas le radier de la liste électorale. Donc ce sont des cas concrets que les gens connaissent et qu'ils citent, mais nous sommes sûrs que ça n'entache pas du tout la fiabilité du fichier électoral. Je crois que c'est par souci de transparence que j'ai donné les informations que j'ai données, parce que je sais que les uns et les autres suivent l'actualité, les uns et les autres suivent tout ce qui se passe au Mali, les réseaux sociaux, etc. On sait que les informations que je viens de donner, ces mêmes informations sont passées par les réseaux sociaux. Mais je vous dis, la réalité de la mauvaise tenue des données d'état civil, des centres d'état civil, elle est connue. Elle est connue. On est malien, on sait comment ça se passe. Si vous comparez le cas français au cas malien, eh bien, je crois qu'on se comprendrait difficilement. Avant, les gens faisaient les déclarations parce qu'on payait l'impôt per capita. C'est-à-dire, si tu ne fais pas la déclaration, l'intéressé est maintenu sur les listes et en ce moment, vous payez l'impôt. Mais chacun sait que cet impôt-là n'est plus payé et mieux, les taxes et autres là ne sont pas payées. Maintenant, est-ce qu'on pourrait faire voter des morts? La question est posée et je crois que l'ensemble des dispositions qui sont prises, c'est pour éviter que des gens mal intentionnés n'utilisent les cartes de ces personnes-là pour voter. Et c'est pour cela qu'il a été renforcé au niveau du bureau de vote, le personnel, avec la présence de ceux de la majorité et ceux de l'opposition. Nous disons qu'avec la vigilance, les représentants de l'administration, c'est-à-dire les deux assesseurs qui représentent l'administration, les deux représentants de la majorité et de l'opposition, plus un délégué par parti politique ou bien par candidat, parce que tous les candidats doivent être représentés au niveau du bureau de vote par leur délégué. Eh bien, si la vigilance à toutes ces personnes-là ne permet pas d'empêcher les fraudes, je crois que je ne sais pas là où on irait. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez pris des dispositions le jour des élections en cas de problème, en cas de contestation entre ces deux tendances? Je peux comprendre que vous avez quand même oublié, l'ambassadeur a eu l'occasion de le dire, des partis qui ne font pas partie de l'opposition et de la majorité. Je crois que la question, elle avait été posée à une rencontre. On a reconnu la pertinence parce que dans la loi électorale, il y a deux pôles qui sont retenus. Majorité, opposition, et il y a certains qui estiment qu'eux, ils sont au milieu. Parce qu'ils sont au milieu ou ils ne sont pas alignés. Bon, j'ai dit, il y a 4 assesseurs dans le bureau de vote. 2 sont nommés d'office, sont désignés d'office par la majorité et l'opposition. Il y a 2 autres assesseurs qui sont là. Mais c'est un bon réservoir pour prendre les non-alignés, les un peu alignés, et puis la société civile. Bon, on peut prendre tout ça dans ce contexte, mais ça, ce n'est pas dans la loi, c'est vraiment des dispositions pratiques qu'on peut prendre sur le terrain. Dans la loi électorale, on ne parle que de majorité et de l'opposition. Et mieux, faites le petit exercice. Les candidats font leur déclaration de candidature. Et le plus souvent, chacun dit qu'il est avec tant de partis et tant d'associations. Si vous faites l'addition des partis politiques qui soutiennent les candidats qui se prononcent, vous constatez que ce nombre-là est supérieur au nombre de partis existants. Nous, on a déjà fait le calcul. Et puisque dans la loi électorale, on ne parle que de majorité de l'opposition, nous, au niveau de la CENI, nous
nous avons estimé que nous ne pouvons nous en tenir qu'au contenu de la loi. Et s'agissant de concentration du pouvoir, il faut reconnaître qu'au départ, c'est l'administration qui organisait tout. Et si on associe la majorité et l'opposition, il faut se dire que ceci permet, en tout cas, de suivre un peu ce qui est en train d'être fait, quand bien même c'est la CENI qui est chargée du suivi et de la supervision des élections. En cas de carence de cette loi, surtout dans le cas spécifique de Paris, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est-à-dire, après concertation de l'ambassade, vous avez fait déjà la liste des bureaux de vote. Et il s'est avéré que 2 villes de la France sont exemptées. Il y aura Orléans ou Rennes qui doivent aller voter à Angers. En cas de carence de la loi électorale, quel est le recours? J'ai dit aujourd'hui, pour se parler en termes clairs, il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours. On ne peut pas créer de nouveaux bureaux de vote aujourd'hui. On ne peut pas créer parce que la loi électorale qui a servi pour les travaux de la commission administrative, c'était l'ancienne loi électorale. Et dans cette loi, la disposition qui vient d'être mise dans la nouvelle loi n'existait pas. Et donc les travaux ont été faits sur la base de l'ancienne loi électorale. La commission administrative a fait le travail, on a recueilli toutes les observations qu'on a envoyées. C'est à la suite de cela que la liste des bureaux de vote est arrivée. Maintenant, ce qui est possible, c'est de voir les bureaux existants, comment les gérer. Sinon, je ne crois pas qu'il y ait de possibilité de créer demain matin un bureau à Orléans, à Rennes, à Toulouse. Je ne crois pas que cela soit possible juridiquement. Je vous félicite, je vous remercie et je me sens vraiment honoré d'avoir tenu cette journée en votre compagnie dans de si belles conditions. J'avoue que les questions, les contributions et autres ont été à leur hauteur. Ça ne pouvait pas être autrement quand il s'agit du Mali. Je comprends que quand la nation nous appelle, les uns et les autres sont là et ils seront prêts à répondre. Donc cette journée est une journée bien remplie, plein d'enseignements pour nous, pour les partis politiques, pour les associations. Donc je vous remercie infiniment et j'espère qu'on se reverra très prochainement pour poursuivre l'organisation de ces élections-là. Donc j'invite quand même l'ensemble des partis politiques, l'ensemble des associations, des volontaires à nous aider, à nous accompagner pour que cette élection puisse être apaisée. En initiant cette rencontre, l'ambassade souhaitait lever le voile sur toutes les incertitudes des acteurs concernés et instaurer un espace d'échange franc, inclusif et constructif pour la tenue des élections dans les meilleures conditions. Les participants sont unanimes sur la pertinence et la qualité des informations données par les experts. Pour les représentants des partis politiques, la rencontre aura permis de renforcer la confiance des uns et des autres sur les outils mis en place pour le scrutin présidentiel. Au finish, la CENI et la DGE en sortent satisfaits. Pour le consul général du Mali à Paris, l'objectif est atteint. Vraiment, je remercie tous parce qu'aujourd'hui, on a assisté à un débat civilisé, un débat convivial entre Maliens pour l'intérêt du Mali. Rarement, j'ai vu un débat qui s'est tenu à Paris ici, beaucoup le savent, hein, où il y a eu tant d'échanges corrects, cordiaux pour l'intérêt du pays. Et ça, c'est formidable. Que ce soit en termes des animateurs, des débatteurs ou bien en termes du public, que ce soit les partis politiques, les associations et tout ce que vraiment je remercie et que je félicite. En tant qu'association, parce que je suis représenté ici, en tant qu'association ici qui organise pour l'intérêt du Mali aussi les élections à Meaux, comme tout le monde le sait. Je félicite vraiment nos autorités de nous avoir permis d'échanger autour de questions primordiales pour le déroulement des élections présidentielles. Cet échange, je l'ai trouvé intéressant sur le point de la communication. Je l'ai trouvé bien sur le point de la transparence.
Aujourd'hui, le peuple malien se retirait un petit peu de cette politique de parler dire. Mais aujourd'hui, on a vu qu'il était possible d'entretenir un dialogue, que l'État pouvait faire preuve de transparence. On n'est pas dans la parfaite transparence, mais on est sur le chemin de la parfaite transparence. Et moi, je pense qu'on doit continuer ainsi pour que le Mali puisse se relever. La journée, ça s'est très bien passé, effectivement, et on a été satisfait de toutes nos attentes pour vraiment élection M. Kaketouamna dans de bonnes conditions. Et il nous a quand même promis avec le consul que sur l'organisation vraiment des élections, ABC Kake sur le problème Maka Allah, et vu que on est dans un pays démocratique, il nous a quand même rassurés. Et vraiment, pour ma part personnelle, c'est très satisfaisant. Bon, aujourd'hui, on a discuté notamment des lois qui ont été modifiées dans les lois électorales. Donc, moi, je n'étais pas trop au courant, mais bon, aujourd'hui, j'ai pu apprendre ces modifications. C'était une très bonne initiative. Je pense que l'apaisement et l'accalmie s'invitent maintenant dans l'organisation d'élections transparentes et crédibles. Nous venons de passer une journée où nous avons échangé sur un certain nombre d'informations extrêmement importantes pour une bonne organisation. La mise à niveau des informations des uns et des autres. On a aussi s'est enrichi mutuellement et je crois qu'on vient de renforcer la confiance par rapport à un certain nombre d'instruments, d'outils mis en place pour l'élection. D'une manière générale, il fallait que cette rencontre puisse avoir lieu. Elle a eu lieu et elle a permis d'une manière générale d'apaiser les tensions, j'allais dire les appréhensions des uns et des autres par rapport à la tenue de l'élection. Nous avons été vraiment comblés par les différentes questions très intéressantes que la communauté malienne a eu à nous poser en tout cas au cours de cette journée. Et par rapport à toutes les explications qui leur ont été en tout cas données, nous estimons que nous sommes confiants pour en tout cas le reste du processus. Je sens nettement que cette table ronde, il la fallait, parce que ça a permis aux uns et aux autres d'avoir les informations nécessaires, d'avoir confirmation de tout ce qu'ils entendent par rapport à l'organisation des élections. Nous savons bien sûr qu'il y a des inquiétudes, mais les acteurs politiques, que ce soit de la majorité, de l'opposition, l'administration des élections, la CENI, la DGE, tout le monde est en train de s'impliquer pour que les élections puissent se tenir. Sur cette base, on est vraiment confiant. On est confiant, nous allons garder un contact permanent avec ces différents acteurs-là. Nous allons nous réunir, échanger sur tous les points et conduire ensemble ce processus-là pour des élections apaisées. Et moi-même, dernier conseil à l'ambassade de Mali en France. Excellence, monsieur l'ambassadeur, je pense que